Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir, l'Égypte inaugure avec faste le nouveau canal de Suez. Le Caire mobilise une quarantaine de chefs d'État, parmi eux le président Faure Gnassingbé et sa délégation qui signe par ailleurs un accord de coopération en matière de santé. Les précisions tout à l'heure en début de journal. Rencontre INAM FAT ce jeudi à l'état-major des forces armées togolaises. En toile de fond, les nouvelles modalités de prise en charge des soins actualisés. C'est effectif depuis le 1er juin dernier. Enfin, l'histoire, la grande histoire du premier bombardement Hiroshima, c'était le 6 août 1944, il y a 70 ans. Aujourd'hui, le monde entier se souvient. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Et notez tout d'abord que la direction de la télévision togolaise informe les téléspectateurs que la panne survenue le mardi dernier au centre émetteur d'Alejo Kadara est réparée et que les émissions sur la télévision togolaise et sur la région de la Kara et de ses environs ont repris leur cours normal depuis cet après-midi. La direction vous remercie pour votre aimable compréhension. Bonsoir à tous. L'actualité ce soir particulièrement chargée d'événements en Égypte, d'histoire au Japon. L'événement tout d'abord, c'est en Égypte, et bien c'est l'inauguration ce jeudi d'un projet pharaonique, la nouvelle voie du canal de Suez. Une quarantaine de chefs d'État ont fait le déplacement, parmi eux le président Faure Gnassingbé. Les images de son arrivée sur place, Chassim Nabaga, notre envoyé spécial. Le rêve s'est concrétisé. C'est désormais une réalité. Mieux, c'est un pari gagné. En seulement un an, les Égyptiens ont réussi à construire une nouvelle voie dans le canal de Suez pour dédoubler l'ancienne vieille de 59 ans. Il est principalement question de fluidifier le trafic et de réduire le temps d'attente des navires qui vont de l'Europe vers l'Asie ou dans le sens inverse. L'événement est de taille et c'est en grande pompe que l'Égypte tout entière se prépare à inaugurer officiellement ce 6 août cette réussite qui fait la fierté nationale. Une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement sont conviés à vivre ce moment historique avec le peuple égyptien. Parmi eux, le président de la République, Faure Gnassingbé, qui est arrivé à 13h35 heure locale à l'aéroport international du Caire. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre égyptien de la Santé, Adel Al-Adawi. Le chef de l'État et la délégation qui l'accompagne ont marqué une courte pause au salon d'honneur avant que le convoi présidentiel se branle vers l'hôtel qui va servir de quartier général à la délégation togolaise. Aussitôt arrivé, le tout premier entretien, c'est avec le Premier ministre égyptien. L'axe Meker a été évoqué. La teneur de l'entretien entre le chef de l'État et le Premier ministre égyptien. Quelques heures après son arrivée en terre égyptienne, dans le cadre de l'inauguration du nouveau canal de Suez, le président de la République Faure Gnassingbé a eu un entretien avec le Premier ministre égyptien Ibrahim Mahlab. Les échanges élargis aux membres de la délégation togolaise ont porté sur l'approfondissement des relations de coopération bilatérale entre l'Égypte et le Togo. C'était pour discuter les moyens de futur de la coopération entre l'Égypte et le Togo. Il a exprimé qu'il faut faire une feuille de route pour la coopération entre l'Égypte et le Togo. Et aujourd'hui, on a signé un memorandum dans le domaine de la santé et le médicament. C'est le début de la coopération entre l'Égypte et le Togo. On a discuté aussi de coopération dans le domaine de l'aviation civile et l'arrivée des hélicoptères à la nouvelle aéroport de l'ONU, mais aussi
aussi un mémorandum d'entente dans le domaine de la culture qui est prêt et on va signer ça dans le prochain avenir. Mais aussi dans le domaine de la piraterie et le terrorisme, on a discuté ça et l'importance de faire coopération dans ce domaine, d'échanger l'information, échanger de formation, mais aussi dans le domaine de la piraterie, la conférence de novembre, l'Égypte a indiqué, a souligné le soutien pour cette conférence. On va présenter de l'assistance logistique pour la conférence et pour le soutien égyptien pour le siège non permanent de l'Égypte dans le Conseil de sécurité 2016-2017. Le président a exprimé le soutien togolais. Et voilà donc les images de cet entretien entre le chef de l'État et le Premier ministre égyptien. Invité donc à l'inauguration de la nouvelle voie du canal de Suez, Ernest Ingbe, le Togo en profite pour louer un accord de coopération en matière de santé. Un mémorandum a été signé entre les deux pays. Pour le Togo, cela s'appelle faire d'une pierre deux coups. Les précisions de Chassim Nabaga. Ce mémorandum d'entente est signé par le ministre togolais de la Santé, le professeur Moustapha Midjiawa, et son homologue égyptien Adel El Adawi. Il traduit la volonté des autorités égyptiennes d'accompagner le gouvernement togolais dans ses efforts pour assurer à la population des soins de santé de qualité dans des secteurs de pointe comme la cardiologie et la néphrologie. Ce mémorandum porte également sur les modalités pour permettre à l'Égypte de créer au Togo une usine pharmaceutique. L'Égypte a des expériences très fructueuses en matière de néphrologie, en matière de greffe de rein, en matière aussi des urgences et des prises en charge des brûlés. Donc l'accord signé a trait à un certain nombre d'éléments. D'abord, la mise sur pied d'un hôpital de référence en cardiologie infantile, comportant notamment la chirurgie cardiaque, et en néphrologie. Ensuite, il y a une coopération qui va se dérouler sur le plan de la formation des spécialistes togolais en néphrologie. Vous savez, l'Égypte a une longue expérience dans ce domaine. Une coopération également dans la formation des spécialistes de chirurgie cardiaque. Maintenant, pour les structures de soins, il y a la collaboration qui va concerner les services des urgences et les services des brûlés. Un autre part de cet accord qui a été signé, c'est attrait aux médicaments, en particulier la mise sur pied d'une industrie de fabrication de médicaments qui pourrait desservir non seulement le Togo mais toute la sous-région ouest-africaine. La signature de cet accord est l'aboutissement des échanges fructueux que le président de la République, Faure Essoufou Gnassingbé, a eu avec le premier ministre égyptien Ibrahim Mahlab en juillet dernier à Malabo, en Guinée équatoriale, en marge des travaux du sommet de l'Union africaine sur Ebola. Et on en vient maintenant à l'objet de la visite en Égypte, l'inauguration du nouveau canal de Suez. La présentation et l'enjeu de cette deuxième voie tracée en un temps record et qui fait la fierté nationale sur place. Regardez. Pharaonique, réalisé en un temps record, 1 an au lieu des 3 prévus. Un projet d'un montant de 7,5 milliards d'euros. Vieux de 145 ans, le canal de Suez était devenu trop étroit. Il a fallu l'élargir à certains endroits et creuser une nouvelle voie de 35 km. Jusqu'alors, cette portion du canal était à sens unique, obligeant les bateaux à circuler alternativement, une perte de temps précieux. La nouvelle route permettra aux bateaux de circuler dans les deux sens. Ces
travaux colossaux font aujourd'hui la fierté des Égyptiens. C'est un peu comme dans un rêve. Personne ne croyait ici qu'on arriverait à mener à bien ce projet aussi vite. Objectif avoué, doubler le trafic des bateaux et par conséquent multiplier par 3 le profit d'ici 2023. Cette activité est la première ressource de l'Égypte. Une ombre, cependant, au tableau. La menace que fait peser Daesh, dont les combattants ne se trouvent qu'à 170 km du canal dans le Sinaï. D'importantes mesures de sécurité ont été prises. Il est 20h09. L'actualité au Togo, suite de la tournée de Guy Madjé Lorenzo dans les différents services de son ministère, culture, formation civique et dit Togo ont été les étapes du jour. Gérard Noubolo, Rachel Aokou. Les échanges du ministre Guy Madjé Lorenzo avec les responsables de la direction de la formation civique et de l'Agence nationale de production audiovisuelle ANPA ont porté essentiellement sur les questions de suffisance de matériel, de logistique, de personnel et plusieurs autres problèmes auxquels sont confrontées chaque jour ces directions. Des doléances ont été formulées et le ministre a promis de transmettre à qui de droit. Une visite a permis au ministre de toucher du doigt les conditions dans lesquelles travaille le personnel de ces différentes divisions. Ensuite, les responsables des directions de la promotion des arts, de la culture, des bibliothèques et de la promotion littéraire, de la cinématographie, du patrimoine culturel et du centre de lecture et d'animation se sont à leur tour entretenus avec leur ministre de tutelle afin de lui présenter leurs conditions de travail et l'inviter à œuvrer pour son amélioration. Le ministre s'est rendu également dans les locaux du grand quotidien national d'information Togo Presse, où il a pu se faire une idée sur le fonctionnement de cette structure. Les agents de mon département que j'ai rencontrés ce matin sont motivés, ont une forte expertise et ont envie d'aller plus loin et demandent qu'on les accompagne. Ils ont fait état d'un certain nombre de préoccupations que nous avons notées, des préoccupations somme toute légitimes, que nous allons faire un devoir de rendre compte à nos autorités. Le Premier ministre et la République. Je suis intimement persuadé que avec leur sagesse, nous trouvons les arbitrages nécessaires pour que nous puissions apporter dans le cadre de notre budget national qui a cette contrainte aussi, et nous allons pouvoir apporter en tout cas un début de solution à certaines préoccupations. Il y a une forte demande de renforcement de capacité à l'État du Togo et il y a un savoir-faire assez extraordinaire sur lequel il faut capitaliser. Et nous avons beaucoup échangé avec les agents de l'État Togo pour voir comment, étant sur un marché concurrentiel, comment ils peuvent faire en mettant en œuvre leurs compétences en conquérant des marchés autres que les marchés publics. Ils pourront devenir dans un avenir que j'espère à moyen terme une société qui comptera dans le secteur de l'imprimerie. Le ministre Guy Madjé Lorenzo a donc une idée des différents chantiers de son département. Il promet en tout cas apporter un
permettre à tous ces départements de relever les défis de la numérisation et de la modernisation. La tournée va se poursuivre ultérieurement dans les autres divisions relevant de son portefeuille, notamment le sport. Autre rencontre à signaler, cette séance d'explication, c'était ce matin, l'INAM et les FAT, l'Institut national d'assurance maladie et les forces armées togolaises, séance d'explication sur les nouvelles modalités de prise en charge des soins actualisés. C'est effectif depuis le 1er juin dernier. Rachid Amadou, Clarisse Atikle. Échange entre l'Institut national d'assurance maladie INAM et les forces armées togolaises. Les nouvelles modalités de prise en charge des assurés INAM sont portées ici à la connaissance des officiers, notamment sur le plan de la prestation de soins et des produits pharmaceutiques. Nous sommes avec les militaires parce que ce sont nos assurés et ils ont besoin de savoir. Nous devons les informer. Nous reparlons encore des changements qu'il y a eu depuis le 1er juin et pour lesquels beaucoup de choses se disent dans les médias et dans la ville. Nous avons eu des gens qui étaient très attentifs, qui ont suivi les présentations qu'il y a eu d'abord sur les activités et les résultats de l'INAM et qui ont compris également très rapidement les motivations de ces nécessaires changements pour l'intérêt de ce régime qui a été mis en place par le président de la République pour le bien-être des citoyens du Togo. Il s'agit d'un ensemble de règles de délivrance des soins actualisés appelées à instaurer plus de transparence dans la gestion de l'assurance santé au Togo, à améliorer la prise en charge des assurés et surtout à mieux maîtriser les fraudes. La démarche a été très bien appréciée par les officiers. Et nous avons été très satisfaits de la communication qui a été faite, à juger par les questions qui ont été posées et la satisfaction qui a été perçue dans les visages de tous les participants. Et je crois que c'est une très bonne chose que l'INAM communique afin que nous soyons vraiment au même niveau d'information, afin d'éviter de se contenter des rumeurs qui disent des choses qui sont souvent pas vraies. C'est une vaste campagne d'information et de sensibilisation entreprise par l'INAM sur l'ensemble du territoire. Après ces officiers, l'INAM se rendra dans les garnisons pour informer les bénéficiaires des nouvelles dispositions dans la prise en charge. Autre sujet évoqué maintenant, la malnutrition, précisément la lutte contre la malnutrition. Un projet mis, vous le savez, en œuvre dans le Grand Nord contre le phénomène, le projet de transfert monétaire. Les mécanismes et les explications ici à Dapaon, Désiré Alroy. Avec le transfert monétaire lancé par le chef de l'État Fort Nyazimbe le 14 janvier 2015 à Landa dans la Kosa, le gouvernement togolais entend lutter contre la pauvreté à la base en améliorant le besoin nutritionnel des enfants de 0 à 59 mois et des femmes enceintes vulnérables dans les régions de la Kara et Savannah. Sur le terrain, les agents communautaires de protection de l'enfant ACPE et de santé communautaire ASC aident à la mise en œuvre du projet. Il faut alors les outiller en communication nécessaire à l'éducation et à la sensibilisation des populations bénéficiaires. Les acteurs locaux sont appelés à accompagner les bénéficiaires des transferts monétaires à améliorer l'état nutritionnel de l'enfant. Les femmes qui reçoivent mensuellement 5 000 doivent apporter aux enfants le besoin primaire, le besoin vital, pour que la croissance de l'enfant puisse être réussie. Les agents venus de Tanguaré, de Tône et de Saint-Cancé outillés mettent leur savoir-faire pour la réussite du projet.
Transfert monétaire, c'est et par rapport au projet, la poste vient donner 5 000 francs par mois aux femmes bénéficiaires. Et les agents communautaires de protection de l'enfant font des causeries éducatives chaque mois et font des visites à domicile pour voir si effectivement les conseils qu'on donne lors des causeries donnent leurs fruits. Et nous allons tout faire pour que ce projet-là réussisse. Je serai derrière nos femmes bénéficiaires que l'argent là soit utilisé correctement pour que le projet là nous accompagne pour nos femmes et nos enfants qui seront bénéficiaires. Globalement, le projet transfert monétaire de 5 000 francs par mois constitue un mécanisme visant à promouvoir l'accès des communautés les plus vulnérables au filet de protection sociale. On reste sur place à Dapan pour cette autre séance. Une campagne, vous allez le voir, sur les mesures d'adaptation agricole au changement climatique. La correspondance est signée Désiré Alonso. Le PNIASA mis en place par le gouvernement togolais contribue à booster le secteur agricole. Les résultats au fur et à mesure sont concrets sur le terrain. Un constat, le changement climatique observé ces dernières années peut saper les efforts consentis. Le projet d'adaptation à la production agricole, en abrégé ADAPT, vient comme une solution à envisager en adaptant l'agriculture au phénomène. Une tournée de sensibilisation dans ce sens est à l'étape de Dapan. Les acteurs impliqués échangent pour une meilleure prise en compte des aspects changement climatique dans les différents programmes de développement agricole. Pendant ces 2 jours, nous allons échanger avec l'ensemble des acteurs de la région des savanes sur les bonnes pratiques de gestion durable de l'environnement et surtout des mesures d'adaptation au changement climatique. Et les expériences des uns et des autres vont être partagées pour permettre au niveau des producteurs de développer ces bonnes pratiques afin d'accroître leur production dans ce contexte où les pluies se font de plus en plus rares. La maîtrise de l'eau devient progressivement une urgence pour faire progresser l'agriculture. 10 groupements agricoles pilotes dans la région des savanes ont bénéficié d'un kit d'arrosage goutte à goutte pour la production maraîchère. Une action concrète pour une agriculture intelligente dans son environnement. L'actualité à l'étranger a signalé ce nouveau drame de l'immigration, ce naufrage dans la Méditerranée à bord de l'embarcation. Vous allez le voir, bien sûr, des migrants. Regardez. Filet de sauvetage lancé en pleine mer et des migrants repêchés à bout de bras. Ces images ont été filmées juste après la catastrophe par une équipe de Médecins sans frontières venue secourir les naufragés. Un peu plus tôt, à seulement quelques kilomètres des côtes libyennes, une embarcation avait lancé un signal de détresse. 2 navires qui patrouillaient dans la zone se rendent immédiatement sur place et commencent l'opération de sauvetage. Mais très vite, le vieux bateau de pêche se met à chavirer, avec à son bord plus de 600 personnes. Évidemment, le bateau était surchargé. Les gens étaient entassés, épaule contre épaule, pied contre pied. Et quand les secours ont approché, il y a eu un mouvement de foule. Les gens ont paniqué et se sont tous précipités d'un côté, faisant basculer le bateau. Il a coulé en quelques minutes. 400 d'entre eux ont pu être sauvés, transférés puis emmenés par les gardes-côtes italiens jusqu'en Sicile. Mais près de 200 migrants sont toujours portés disparus. Une nouvelle tragédie qui endeuille la Méditerranée. Depuis le mois de janvier, ils sont plus de 2000 à avoir trouvé la mort alors qu'ils tentaient de gagner l'Europe. Et ce, malgré les multiples interventions de sauvetage en mer lancées par les Européens.
titre de l'actualité ce 6 août, Hiroshima, 70 ans aujourd'hui. C'était, vous vous rappelez, le 6 août 1944. L'atome, ce jour-là, a explosé sur la ville japonaise. L'histoire revisitée 70 ans après. Un lundi matin dans les rues d'Hiroshima. La matinée est ensoleillée, c'est l'heure de pointe dans cette ville millénaire du Japon. Les rues sont bondées, les enfants partent à l'école. Mais à 8h15, ce 6 août 1945, à bord du bombardier américain Enola Gay, le colonel Tibbets largue la bombe la plus dévastatrice de l'histoire. Elle explose à 600 mètres au-dessus des habitations. 45 secondes plus tard, voilà ce qu'il reste d'Hiroshima. Sur 10 km², le centre-ville est pulvérisé. On a vu une lumière aveuglante entrer par la fenêtre. C'était un flash d'une blancheur incroyable. La lumière était tellement éblouissante que j'étais pétrifié. C'est la première fois que l'arme nucléaire est utilisée. Plus de 80 000 personnes sont tuées sur le coup. Les survivants souffrent de blessures jusque-là jamais vues. Regardez, j'ai eu les oreilles partiellement arrachées. C'est tout ce qu'il m'en reste. Elles avaient fondu. Mes lèvres étaient brûlées, aussi bien la lèvre supérieure qu'inférieure. Tout mon visage avait fondu. J'entends encore ces enfants appeler leur mère en pleurant. De leurs manches courtes jusqu'au bout de leurs ongles, ils avaient la peau qui pendait. En japonais, on appelait ça les mains fantômes. Le nuage répand des rayons gamma partout dans la ville. Le centre d'Hiroshima n'est plus qu'un champ de ruines radioactifs. Le docteur Ida, l'un des seuls médecins sur place, monte un hôpital de fortune dans cette école. Les gens mouraient de symptômes qui n'étaient pas liés à leur brûlure. Ils saignaient. Ils vomissaient du sang. On ne pouvait rien pour eux. Pourquoi ces gens étaient-ils en train de mourir? Pourquoi? Je ne comprenais pas quelle était la cause de leur décès. 50 000 personnes vont disparaître dans les semaines qui suivent. Le 9 août, c'est l'explosion d'une seconde bombe atomique, cette fois au-dessus du port de Nagasaki. 40 000 personnes sont tuées sur le coup. 6 jours plus tard, l'empereur Hirohito annonce la reddition de l'Empire du Japon. Et dans le reste de l'actualité, la semaine du détenu, là nous sommes de retour chez vous au Togo, 5e édition cette année. Et quelle image pour nos prisons aujourd'hui? Eh bien c'est le thème retenu pour cette année. Victorine Aïssa Silver Aboudjou. La direction pénitentiaire et de la réinsertion célèbre la semaine du détenu, la 5e du genre. Une célébration sobre mais pleine de sens. Et le thème est évocateur. Quelle image pour nos prisons aujourd'hui. Un signal fort pour susciter la motivation de la population et bien d'autres acteurs à manifester leur solidarité active aux personnes privées de liberté. C'est également un créneau pour faire le bilan des actions menées en vue d'améliorer leurs conditions de détention. Nous voulons que les prisons du Togo aient une bonne image. Une bonne image, cela veut dire que nous allons tous œuvrer pour que le quotidien du détenu soit le meilleur. Qu'une personne qui est détenue, qui n'a que le retrait d'aller et de venir, puisse avoir tous les autres droits. Et c'est ensemble, à des occasions pareilles, que nous pourrons échanger
pour prévoir ou bien pour entrevoir, disons, une prison du futur. Plus de 2000 personnes en conflit avec la loi sont en détention à la prison civile de Lomé. Le désengorgement de l'effectif pléthorique, la réhabilitation des établissements pénitentiaires, l'amélioration des soins de santé ont été les préoccupations partagées à cette occasion. Le ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République a souligné l'engagement du gouvernement à poursuivre la réforme et la modernisation de la justice. Au fait du désengorgement des prisons, le gouvernement s'est penché sur le problème de la gestion des détentions préventives et du flux de ces détentions en procédant en des circonstances précises à la libération anticipée des détenus à la faveur de mesures administratives. Et nous envisageons une réduction de 50% du nombre de détentions préventives à l'horizon 2018. Les efforts se poursuivent pour mettre l'administration pénitentiaire en mesure de servir à chaque détenu aux heures usuelles des repas ayant la valeur nutritive suffisante au maintien de sa santé et de ses forces. Le génie créateur des détenus a été exposé ici dans cet atelier, ce qui a permis à chacun de découvrir le talent et le savoir-faire de ces derniers. Une initiative entreprise par le gouvernement et les partenaires pour assurer leur insertion socio-professionnelle. Maintenant, avant la page des sports, ce public reportage du nouveau sur le marché Togo Blindage pour vos portes et pour vos serrures de sécurité. Alerte donc au cambrioleur. Présentation Clarisse Katikle. La maison Togo Blindage fait de la sécurité des biens des personnes une préoccupation majeure. Elle met sur le marché togolais des portes blindées fabriquées sur mesure directement en Europe, des serrures de haute sécurité, de grandes marques et de qualité supérieure. Le tout couronné par l'écoute de la clientèle afin de lui offrir un service digne. On a des portes blindées, certifiées, inviolables. On a des serrures de sécurité, des cylindres, des canons, avec des cartes de propriété. On fait, je peux même blinder les portes en bois avec des serrures de haute sécurité. Donc on vient à peine de rentrer sur le marché et on va démontrer, c'est-à-dire tout ce qu'on fait en Europe, en France particulièrement. On vient ici pour faire savoir au peuple togolais et à mon pays, le Togo. Peut-être aujourd'hui, chez les concurrents, on achète aujourd'hui, 10 minutes après on revient, on dit non, moi je ne remplace plus, voilà. Mais moi, même jusqu'à 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans de garantie, je vous garantis ça, il n'y a pas de souci. Coffre-fort, grille de protection, poignée numérique, alarme, vidéo de surveillance sont également disponibles à Togo Blindage. Jusqu'à samedi prochain, Togo Blindage est en promotion de 30, 40, 50, voire 60% de réduction selon l'article acheté. Les serrures que nous avons ici, c'est la portée de tout le monde. On peut acheter des serrures aussi à 10 000, à 12 000, à 13 000. Voilà. Et c'est garanti. J'ai pensé aussi à ceux qui habitent loin du centre administratif de Lomé, qui soient tranquilles et qui ferment avec les serrures, les portes de Togo Blindage. Plus de cambriolage. Ça c'est sûr, certains, c'est tranquille. Ils sont tranquilles. Venez et choisissez Togo Blindage, les produits Togo Blindage.
page et vous verrez. Numéro 1 de la sécurité dans la zone CEDEAO, Togo Blindage a fait le pari de démontrer et de montrer à la population togolaise le vrai visage de la sécurité des immeubles en misant sur le rapport qualité-prix. Allez, on passe au sport maintenant et Claude Amand nous rejoint ce soir pour cette page. Bonsoir Claude. Bonsoir. On va parler de Maracana, notamment de cette 4e édition de la CAN que notre capitale Lomé a brisé à partir de demain. Oui, hier soir, nos ambassadeurs qui ont fini à la seconde place chez les seniors lors de la 3e édition à Niamey se préparent activement pour mieux défendre les couleurs nationales à domicile. La preuve, mardi soir, Martin Sandani Mankoubi les a surpris en pleine séance d'entraînement. Alex Anthony et ses poulets affûtent déjà leurs armes pour ce 4e rendez-vous de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana qui se dispute vendredi et samedi sur le terrain de handball du stade municipal de Lomé. Les éperviers qui ont occupé la 2e place de la 3e édition chez les seniors à Niamey entendent remporter les 2 coupes pour cette 4e édition. Nous avons dépassé même le cap des préparatifs parce que nous n'attendons que la compétition. Et on a eu 3 à 4 mois pour commencer ces travaux-là. Je crois que nous avons travaillé tous les mobiles qu'il faut pour quand même préparer les joueurs. Donc au niveau de la sélection togolaise, vous le savez, c'est 2 catégories, seniors et puis vétérans. Et pour cette saison, nous avions un objectif, c'est que c'est nous qui habitons la CAN Maracana. Donc c'est au Togo, ça se joue. Donc je crois que ce serait intéressant pour que nous gagnions les 2 coupes. Les coachs ont mis en place une charge de travail que nous avons suivi. Jusqu'à maintenant, je pense que là, on est en train de monter en puissance. Nous pensons être vraiment prêts le vendredi pour relever le défi. Le plan qui a été établi par la commission technique a été respecté. Donc, je pense que nous sommes fin prêts pour défendre la couleur du Togo. Au niveau de l'organisation, le comité s'acharne à offrir une belle fête au public sportif. Alors, on a encore quelques petits réglages à faire. Bon, on peut dire qu'on est déjà à 90% fin prêt. Nous sommes à une fête et les installations sur lesquelles la fête aura lieu sont déjà prêtes. Donc on attend que les sponsors viennent s'afficher. Les premières délégations ont commencé par arriver lundi. 6 pays, notamment le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger et le Togo prennent part à cette 4e édition qui prend fin samedi. Et pour une très bonne couverture médiatique de l'événement, et bien les journalistes sportifs des médias publics et privés ont été formés cet après-midi sur la loi du jeu. Oui, la lutte de formation s'est donc déroulée au stade municipal de Lomé en présence de Jean Kofi et Béji. Comme toute autre discipline sportive, le jeu de Maracana est régi par des lois. Ces lois ne sont pas toujours maîtrisées par la plupart des professionnels de médias à qui il revient de donner des informations concernant ce jeu. À quelques heures de l'ouverture de la 4e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les organisateurs ont jugé donc utile de partager les quelques notions de base de la pratique de la discipline avec les professionnels de médias. Peu sont ceux qui ne connaissaient pas vraiment toutes les règles, mais aujourd'hui, je crois que désormais, lorsque on va inviter la presse pour les manifestations de Maracana, il n'y aura pas de doute. Après la recommandation théorique, les participants ont eu droit à des démonstrations sur l'aire de jeu. Coup d'envoi, remise en jeu, penalty, remplacement et autres ont été maîtrisés par les journalistes. Cette formation permettra d'être à l'aise dans la couverture et comprendre les applications et interprétations des lois du jeu des officiels qui seront sur le terrain. On nous a doté des règles du jeu et au fait, sincèrement, nous sommes prêts à couvrir le championnat ou bien la CAN Maracana. 13 lois au
total prenne en compte les différentes facettes de la pratique de ce sport qui rallie à la fois le football et le handball. Et voilà, donc ce sera tout. Oui, ainsi se fait donc la page de sport d'aujourd'hui. Lamine Coco Konaté et moi serons au rendez-vous du magazine Sport Détente samedi. Rendez-vous donc samedi prochain. Merci beaucoup Claude. Ce communiqué avant de refermer cette édition. Communiqué du ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative. Depuis un certain temps, des groupes d'anarcheurs bien organisés prennent pour cible l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Les forfaits enregistrés couvrent une large palette d'agissements allant de faux et usage de faux en opération bancaire au détriment de l'ANPE, à des extorsions de fonds aux demandeurs d'emploi par de soi-disant intermédiaires qui prétendent agir au nom de cette institution. Une enquête est en cours pour faire toute la lumière sur ces agissements et pour identifier leurs auteurs. Le ministère de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative exhorte la population, en particulier les acteurs du marché du travail et les demandeurs d'emploi, à plus de vigilance et à collaborer avec les autorités en dénonçant toute manœuvre douteuse dont ils feront l'objet. Les prestations de l'ANPE au profit des demandeurs d'emploi sont gratuites et respectent une procédure rigoureuse dont chaque étape fait l'objet d'une publication par les médias. Fin donc de cette édition du soir, on va se quitter sur les images du président Faure Gnassingbé en visite en Égypte. Le chef de l'État a assisté ce jeudi à l'inauguration du nouveau canal de Suez. On note aussi cet accord de coopération en matière de santé signé par l'Égypte et le Togo. Voilà l'information du jour. Votre soirée sur la télévision togolaise, la météo tout à l'heure, Cléo Sabine Poco pour les prévisions, 22h30, nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir au Caire sur la télévision togolaise et comme d'habitude toujours fidèlement. Belle soirée.